Agissez par vous-même. Freedom, Londres, numéro 4, janvier 1887. On nous pose souvent cette question. Comment organiserez-vous la société future en fonction du principe anarchiste? Si l'on posait la question à M. de Bismarck ou à quelqu'un qui s'imagine qu'un groupe d'individus soit capable d'organiser la société comme il le souhaite, cela semblerait tout à fait naturel. Mais la question sonne étrangement aux oreilles de l'anarchiste et la seule réponse que nous pouvons lui donner est « Nous ne pouvons vous organiser, il dépendra de vous de savoir quel type d'organisation vous choisirez. » Si les masses continuent de chérir l'idée selon laquelle le gouvernement peut tout et s'avère capable de réorganiser les relations économiques, qui sont une raison de plusieurs siècles, par un petit nombre de lois, alors nous pourrions bien attendre des siècles entiers avant que le règne du capital ne soit aboli. Mais s'il se trouve au sein des classes laborieuses une petite minorité d'individus qui comprennent qu'aucun gouvernement, aussi dictatoriaux que soient ses pouvoirs, n'est capable d'exproprier les détenteurs du capital, et si cette minorité acquiert une influence suffisante pour inciter les travailleurs à se saisir eux-mêmes de la première opportunité de prendre possession de la terre et des mines, des voies de chemin de fer et des usines, sans guère prêter attention à ce qui se dit à Westminster, alors nous pourrions nous attendre à ce qu'une nouvelle forme d'organisation émerge pour le bien de la communauté. Il s'agit précisément de la tâche que nous nous imposons. Conduire les travailleurs et les amis des travailleurs à la conviction qu'ils ne doivent compter que sur eux-mêmes pour se débarrasser de l'oppression du capital, sans attendre que cela soit fait pour eux par n'importe qui d'autre. L'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Les termes même de communisme anarchiste indiquent dans quelle direction la société, à notre avis, se dirige déjà, et selon quelle voie elle pourra se débarrasser du pouvoir oppressif, du capital et du gouvernement. Et il nous sera facile d'esquisser une ébauche de société fonctionnant selon ces principes. Mais à quoi nous servirait une telle ébauche si ceux qui l'écoutent n'ont jamais douté de la possibilité de tout réorganiser grâce à des prescriptions homéopathiques venues de Westminster? S'ils n'ont jamais imaginé qu'ils sont eux-mêmes plus puissants que leurs représentants, et s'ils sont persuadés que tout peut et doit être arrangé par le gouvernement, la plupart des individus n'ayant qu'à obéir sans jamais agir par eux-mêmes. L'une des premières illusions à dissiper, par conséquent, est l'illusion selon laquelle un petit nombre de lois peut modifier le système économique actuel comme par enchantement. La première conviction dont il faut se doter est qu'hormis une expropriation à grande échelle menée par les travailleurs eux-mêmes, il ne pourra y avoir d'autre étape initiale vers la réorganisation de notre production selon des principes socialistes. En fait, si nous analysons l'immense complexité des relations économiques existant dans une nation civilisée, si nous prenons en compte le nombre relativement faible de travailleurs véritables et le très grand nombre de parasites qui vivent sur leur dos et ont un intérêt à leur maintien dans de telles conditions, nous sommes forcés de reconnaître qu'aucun gouvernement ne sera jamais capable d'entreprendre la réorganisation de l'industrie, à moins que les gens commencent par eux-mêmes à le faire en prenant possession des mines et des usines, de la terre et des bâtiments, en bref de toutes ces richesses qui sont le produit de leur propre travail. Et seulement lorsque les masses populaires sont prêtes à accomplir l'expropriation qu'il est possible de s'attendre, et à ce qu'un gouvernement s'engage dans la même direction. À coup sûr, ce n'est pas le Parlement actuel qui prendra un jour l'initiative de déposséder les détenteurs de terre et du capital. Même si les travailleurs adoptent une attitude réellement menaçante, nos dirigeants de la classe moyenne ne deviendront pas des socialistes. Ils essaieront dans un premier temps d'écraser le mouvement, de réorganiser, et s'ils n'y parviennent pas, ils feront ce que tous les gouvernements ont fait dans les circonstances semblables. Ils tenteront de gagner du temps jusqu'à ce que les masses, réduites à une misère encore plus atroce par le déclin accéléré de l'industrie, soient disposées à accepter n'importe quelle concession, même trompeuse, plutôt que de mourir dans les rues. S'attendre à ce que les travailleurs socialistes obtiennent une majorité au Parlement revient à nouveau à caresser une illusion naïve et vaine. Nous devrons attendre longtemps avant que se forme une majorité socialiste dans ce pays. Mais les milliers de personnes qui en sont réduites à mourir de faim en raison de monstruosité du système social actuel ne peuvent attendre, et même si elles le pouvaient, les éléments se seront précipités par des conflits partiels. L'hiver dernier, nous avons vu l'ensemble des bassins miniers de Belgique en rébellion ouverte contre le capital. Il y a quelques mois, nous sommes passés près d'une émeute des travailleurs en certains endroits des États-Unis, et même si la trahison de Powderly, le chef des Knights of Labor, a pu paralyser le soulèvement, tout le monde des États-Unis, même les politiciens les plus entêtés, comprendront bien que la prochaine fois, un Powderly pourrait être impuissant, en particulier face à l'attitude provocatrice
des classes moyennes qui n'auraient jamais une telle occasion pour accroître les rangs des mécontents et intensifier leur insatisfaction. La question sociale sera introduite en Europe, dans toute son immensité, longtemps avant que les socialistes n'aient conquis quelques sièges au Parlement, et c'est pourquoi la solution de la question sociale tombera en réalité dans la main des travailleurs eux-mêmes. Ils n'auront pas le choix, ils doivent se résoudre par eux-mêmes ou bien se voir réduits à un esclavage pire qu'auparavant. Sous l'influence de la dévotion à l'égard du gouvernement, il pourrait qu'ils essaient de nommer un nouveau gouvernement à la place de l'ancien qu'ils auront chassé et qu'ils chargent de trouver la solution de toutes les difficultés. Il est si simple, si facile de glisser un bulletin de vote dans l'urne et de s'en retourner chez soi. Il est si réconfortant de savoir qu'il existe quelqu'un qui arrangera pour le mieux vos propres affaires pendant que vous fumerez tranquillement la pipe, en attendant des ordres que vous n'aurez plus qu'à exécuter sans même y réfléchir. Manière admirable pour sûr que vos affaires restent semblables à ce qu'elles étaient auparavant, même si vos mandataires ne vous trahissent pas. L'histoire regorge d'exemples de ce type. Le peuple révolté de Paris, en 1871, nomma également un nouveau gouvernement et espéra que ce gouvernement, qui se composait en réalité de révolutionnaires les plus dévoués appartenant à l'ensemble des sections de la sphère révolutionnaire, des individus qui étaient prêts à mourir pour l'émancipation du peuple, arrangerait tout pour le mieux. Ils avaient fait la même chose à Paris en 1848, lorsqu'ils choisirent par acclamation un gouvernement provisoire, en s'attendant à ce que ce gouvernement, constitué lui aussi d'honnêtes hommes, résolve la question sociale. Mais nous savons combien il fut terrible le réveil des prolétaires de Paris, nous savons par quelles hécatombes d'hommes, de femmes et d'enfants massacrés ils payèrent leur confiance. Il y eut néanmoins une autre période pendant laquelle ces mêmes Français agirent différemment. Les paysans étaient des serfs avant 1789, dans les faits, sinon selon la loi. La terre de leur commune avait été enclose par les propriétaires terriens, et ils devaient payer à ces propriétaires toutes sortes de taxes possibles, à titre de vestige de rachat de la servitude féodale. Ces paysans votèrent également en 1789 et nommèrent un gouvernement, mais comme ils virent que ce gouvernement ne répondait pas à leurs attentes, ils se révoltèrent. En réalité, ils le firent avant même de voir leur gouvernement à l'œuvre. Ils allèrent trouver les propriétaires et les contraignirent à renoncer à leurs droits. Ils brûlèrent les chartes sur lesquelles ces droits étaient consignés, ils brûlèrent certains des châteaux des nobles les plus détestés, et lors de la nuit du 4 août, les représentants de la noblesse de France, mus par d'intenses sentiments patriotiques, comme le disent les historiens, sentiments attisés par le spectacle des châteaux en flammes, renoncèrent pour toujours à leurs droits. Il est vrai que 4 jours plus tard, ils établirent à nouveau les mêmes droits en imposant des frais de rachat, mais les paysans se révoltèrent à nouveau. Ils ne prirent même pas note de tout ce qui avait été voté par l'Assemblée. Ils prirent possession des terrains enclos et se mirent à les labourer. Ils ne payèrent pas les taxes de rachat, et lorsque les autorités intervinrent au nom de la loi sacrée, ils se révoltèrent contre les autorités. Ils se révoltèrent, dit M. Taine, 6 fois en 4 ans. Et leurs révoltes réussirent à un point tel qu'au terme de la 4e année de Convention, la Grande Convention, l'idéal de tous les jacobins modernes, mu à nouveau par un sentiment intensément patriotique, entre parenthèses comme le disent les historiens de la bourgeoisie, abolit finalement les droits féodaux en 1793 et ordonna que tous les documents liés à l'époque féodale fussent brûlés. Mais ce qu'oublient de dire les historiens, c'est que le droit était déjà aboli par les paysans et que la plupart des documents traitant des droits féodaux étaient déjà brûlés. La terrible instance révolutionnaire ne fit ainsi que sanctionner le fait accompli. Le féodalisme n'existait déjà plus. La Convention se contenta de prononcer son oraison funèbre. Les ouvriers du XIXe siècle ne brûleront probablement pas les usines, mais nous pouvons imaginer que les modalités de leurs actions ressembleront fortement à celles des paysans français. Ils n'attendront pas les ordres hiérarchiques avant de prendre possession de la terre et du capital. Ils s'en empareront d'abord, et par la suite, étant déjà en possession de la terre et du capital, ils organiseront leur travail. Ils ne considéreront pas les choses comme une propriété privée. Cela serait impossible dans l'état actuel de notre production, complexe, imbriquée et interdépendante. Ils les nationaliseront. Voici la fin de la 4e lecture. Alors j'ai pu voir qu'au fur et à mesure des épisodes, les personnes qui suivent cette lecture diminuent. Mais bon, c'est pas là l'important. Le but, c'est de voir effectivement le nombre de personnes qui pourront avoir, je ne vais pas dire le courage, mais en tout cas
la volonté de vouloir suivre ces lectures, d'en comprendre le sens, de faire le rapprochement par rapport à la situation actuelle. Et donc dans ce 4e chapitre, il est question effectivement de l'impuissance des politiques à vouloir faire en sorte que les abus du capital puissent arriver à leur terme, en tout cas être maîtrisés, être contrôlés, que les lois qui sont prises ne vont jamais dans ce sens-là. Et on peut voir effectivement tous les cadeaux qui peuvent être faits aux grandes entreprises, que ce soit fiscaux en termes de cadeaux de cotisation qui entraînent finalement une situation délétère pour les droits des salariés, les droits de la population, que ce soit en matière de santé, que ce soit en matière de perte d'emploi, voilà, dans différents domaines. On voit effectivement que le capital a une mainmise tout simplement parce que les politiques laissent cette mainmise possible. A contrario, même si effectivement j'entends bien que certaines personnes pourraient être choquées du comportement de certains pays, comme par exemple la Russie, où Poutine est capable de prendre la main sur un chef d'entreprise qui voudrait effectivement délocaliser, en reprenant finalement possession, en nationalisant cette entreprise. Et on peut faire aussi un parallèle avec la situation française où, au contraire, l'État, loin de vouloir nationaliser, comme EDF, où l'État veut faire croire une nationalisation, en fait, il est question de vouloir servir les intérêts européens, du moins de la Commission européenne, à vouloir démanteler finalement toutes les administrations, tout ce qui fait partie du patrimoine français, puisqu'il ne faut pas oublier que ce soit autant la SNCF, le système de santé, EDF, justement, de questions. Toutes ces entités ont à un moment été des entités nationales sur lesquelles effectivement il n'y avait pas d'entreprise privée qui venait prendre le pas, qui venait avoir la main dessus, et ça fonctionnait quand même beaucoup mieux qu'aujourd'hui, avec des coûts de fonctionnement qui étaient moindres. Donc la question se pose effectivement de l'avenir, dans quelle mesure une population peut prendre possession finalement de ce qui lui appartient, de ce à quoi elle a contribué à payer, puis également de prendre la main sur les entreprises dans le sens de pouvoir protéger leur emploi et protéger la production. Là où certains présidents, dont l'actuel, a dit qu'il fallait défendre les intérêts de la France, défendre, justement notre souveraineté, et on voit bien que tout ce qui est fait va dans le sens inverse. Donc je vous remercie pour les personnes qui suivent cette lecture. Un nouveau chapitre viendra demain, donc j'avais fait une